Chers téléspectateurs, Canal Éducation, nous revoilà encore ensemble pour vous entretenir autour d'une problématique qui n'a cessé d'effrayer la chronique depuis les années 2000. On peut même aller peut-être plus loin, nous le verrons tout à l'heure avec notre invité. Cette problématique est même qualifiée par certains comme un serpent de mer politique, parce que quasiment, ça fait plus de 2, voire plus de décennies que cette question-là revient. Je veux nommer les inondations. Nous avons donc eu l'honneur de décrocher, comme on allait dire, un grand monsieur, un grand spécialiste de la question, le professeur Mame Demba Thiam, pour ne pas le nommer. Nous espérons avec lui débobiner le fil d'enchevêtrement de causes, mais des causes de cette problématique, je veux dire les inondations, pour que, à la lumière de son éclairage, qu'on puisse avoir une autre lecture, une autre compréhension de cette problématique. Mame Demba Thiam, pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur Mame Demba Thiam, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur titulaire des universités en géographie, physique et environnement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est chevalier de l'Ordre national du Lion depuis 2018 et il s'est imposé comme l'une des figures majeures de la recherche sur les dynamiques environnementales, les risques et catastrophes ainsi que la toponymie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Docteur d'État en lettres et sciences humaines de l'UCAD en 2007 et docteur de 3e cycle en géographie physique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1986. Il a bâti un parcours académique exemplaire marqué par une double expertise en géographie physique et en analyse spatiale, système d'information géographique, cartographie, télédétection. Au sein de l'UCAD, il a occupé des responsabilités notamment comme chef du département de géographie en 2007 et 2008, et du département des sciences humaines de l'IFAN 2017-2022. Rédacteur en chef de la revue Note africaine, il a également été expert qualiticien auprès de l'ANAQ-Sup et du CAMES. Ses enseignements couvrent la géographie physique, la géopolitique africaine, les risques et catastrophes, ainsi que l'intégration sous-régionale. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, notamment le syndrome des inondations au Sénégal, Saleté et propreté au Sénégal, 2021. Je rappelle que le syndrome des inondations au Sénégal est publié en 2011. Saleté et propreté au Sénégal en 2021. Hydraulique et assainissement au Sénégal en 2021. Et de nombreuses contributions dans des revues internationales. Il a été distingué en 2022 parmi les 10 meilleurs chercheurs en sciences humaines en Afrique, occupant la première place en géographie. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour, monsieur B. Vous aurez certainement compris que nous n'avons pas été très exhaustifs en vous présentant, parce que souvent je le dis à certains de mes invités, pour un peu paraphraser Mamoussé Diagne, qui, parlant d'Ibrahim Thiam, disait qu'il est impossible de vouloir habiller un baobab. Absolument. Je crois que sous ces registres-là, vous conviendrez avec moi que je n'ai juste peut-être qu'effleuré une partie de votre vie. Je vous remercie, M. B, de l'occasion qui m'est offerte par cette invitation. Et comme dirait l'autre, il ne s'agit pas certainement de ma biographie. Mais les professeurs d'université titulaires atteignent donc ce qu'ils appellent
la classe exceptionnelle, et à la retraite, ils sont émérites. L'éméritat, c'est à la retraite, et les anglo-saxons disent éméritus. Donc, une carrière qui commence par assistant jusqu'à éméritus, je pense que vous avez fait le tour d'horizon. Je vous remercie. J'ai fait le tour d'horloge. Naturellement, c'est ce qui caractérise aussi les grands hommes. Leur modestie fait que souvent, ils ne veulent pas parler trop d'eux. Non, c'est vrai, il ne s'agira point pour nous de faire un plaidoyer pro domo, on ne vous le demande pas. Mais déjà, nous avons, par le biais de certains, compris que vous êtes, quand même ça il faut le souligner, un grand spécialiste des questions environnementales. Et que cette question continue naturellement à susciter des débats. Mais est-ce que l'environnement, la question environnementale, est-ce qu'elle est vraiment bien saisie chez nous, M. Issa? Dans les curricula, non. Parce qu'il n'y a pas de politique définie qui inscrit donc l'environnement au niveau donc des différents curricula qui sont développés depuis le bas âge, mettons au niveau de l'éducation nationale, jusqu'au niveau de l'université. Et tenez-vous bien, pour qu'un institut soit dédié à l'environnement, ce qu'on appelle l'Institut des sciences de l'environnement, il n'a été créé qu'en 1976 au niveau de l'université. Ce qui veut dire que c'est un domaine assez particulier qui garde un intérêt extrêmement important, mais qui n'est pas tellement bien perçu au niveau donc surtout des politiques publiques. Parce que s'il l'était, on le retrouverait très facilement dans les différents organigrammes. Et nous le verrons dans le cours de nos discussions. L'environnement en tant que tel, le plus souvent, est très mal saisi parce que très mal perçu à quoi ça correspond. En tant que discipline, c'est très facile de dire que l'environnement, ça correspond à tout ce qui tourne autour d'un objet bien particulier. Et c'est cet aspect-là qui fait que la difficulté de l'intégrer dans les curricula. Et aujourd'hui, au niveau planétaire et les enjeux qui se développent, il n'y a pas de domaine qui n'intègre pas cette dimension qu'on appelle environnement. Elle est transversale, elle est envahissante, mais nous en avons une vision donc trop réductrice. Oui et non, parce que, vous savez, en histoire, en géographie, on cherche tout le temps un objet. Et l'environnement, si vous voulez, lorsqu'on s'y intéresse, tout élément, si vous voulez, qui est composante de beaucoup de sciences, peut être appréhendé au niveau donc environnemental. Aujourd'hui, par spécialisation, il y a ce qu'on appelle le droit de l'environnement. Rien que le droit. En tant que science, l'environnement donc, peut intégrer l'économie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans le domaine cosmique, c'est beaucoup encore plus complexe. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Et que les sciences déclinent le plus souvent leur objet, l'environnement est une des disciplines qui décline le plus difficilement ces objets. Très bien, ces objets. Oui. En tout cas, parmi certainement ces objets, nous en citerons certainement les inondations. Oui, parce que les inondations entrent dans ce qu'on appelle les catastrophes. Et pendant longtemps, quand les sciences n'ont pas eu d'objets, ils ont expliqué les catastrophes dans une dynamique extrêmement simple qu'on appelle le catastrophisme. Et on est allé dans les livres saints pour expliquer, par exemple, le déluge. Et le catastrophisme, si vous voulez, dans les livres saints, apparaissent le plus souvent, le catastrophisme apparaît le plus souvent comme une punition, et une punition divine. C'est le cas du déluge. Ouais. Le cas du déluge, je crois que nous n'en sommes pas encore là, mais les inondations, à y regarder de près, sont perçues par certains comme une sorte aussi de punition, ou bien en tout cas d'une faute commise par l'homme, par négligence. On brandit cet aspect et certains pensent même que l'homme est responsable des changements et des crises.
Et les changements et les crises suivent donc un processus. Et ce processus part de très loin. Rien que ce qui amène donc les inondations, on peut partir de très loin. Et partir de très loin, c'est relever un exemple assez simple en utilisant l'histoire du climat depuis l'an 1000, qui a été écrit par le roi Ladurie, il s'appelle Emmanuel le roi Ladurie, qui a produit une œuvre monumentale, gigantesque. Après, il était professeur au Collège de France. Et ce qu'il a essayé de démontrer, c'est que le changement climatique, ça existe, et que beaucoup de gens, et notamment des scientifiques et des historiens, on a essayé de démontrer que ce qui se passe et qui s'est toujours passé, c'est le changement. Et on dit qu'il est permanent. Et que donc les inondations entrent dans ces changements. Ce sont les dimensions et leur envergure qui ont changé. Leurs dimensions et leur envergure qui ont changé à partir de quelle année? On ne peut pas le dire. Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du climat depuis l'an 1000, on sait qu'il s'est passé énormément de choses. Les sécheresses qui ont affecté l'Afrique, et notamment l'Afrique occidentale au XIXe siècle, ont été très bien documentées. Et après l'indépendance aussi, les inondations qui ont affecté le Sénégal ont été très bien documentées. Et on pense, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à partir de 2000, un rendez-vous a été pris avec les inondations. Mais en vérité, on peut remonter même immédiatement après les indépendances. Très bien. C'est donc bien campé. Nous sommes donc un peu dans l'ère du catastrophisme. Et les inondations en constituent en quoi une des dimensions. Mais quand est-ce que parle-t-on d'inondation, M. Thiam? Lorsque c'est catastrophique, c'est-à-dire lorsque l'eau arrive en surplus. De manière naturelle, donc on parle d'inondation lorsque l'eau arrive en surplus et cause des dégâts. Et vraiment, lorsque ça cause des dégâts, c'est insupportable pour les humains. C'est insupportable pour les infrastructures, c'est insupportable pour l'agriculture. Donc, c'est de la négation de l'eau en surplus, et pourtant l'eau est au fondement donc de la vie. Mais en plus, comme on dit, en excès, tout est nuisible. C'est à ce moment-là qu'on parle donc d'inondation. Et naturellement, il y a toujours eu des inondations. L'homme a vécu avec le surplus d'eau. De tout temps. De tout temps. Mais quelles sont aujourd'hui les principales causes de ces inondations? Est-ce que aussi on peut parler aussi d'une typologie des inondations? Oui, parce que si c'est dans le cadre uniquement du Sénégal, on peut parler des inondations qui sont dues aux apports pluviométriques. Et ces apports pluviométriques partent donc en direction de ce qu'on appelle les organismes hydrographiques. Les fleuves sont alimentés par les pluies. Et lorsqu'il y a excédent dans le système de drainage, cela peut entraîner des débordements. Et un cours d'eau vit dans son lit, il dort et en sort. Et lorsqu'il déborde de son cours, de son lit initial, il peut entraîner donc des débordements. Et ce sont ces débordements qui n'arrangent pas les habitats et les habitations. Donc c'est ça qu'on peut appeler inondation. Il peut y avoir d'autres phénomènes qui sont des apports pluviométriques et qui occupent d'autres systèmes qu'on appelle systèmes hydrologiques et qui sont des lacs ou bien qui sont des dépressions. Et ce qu'on a le plus souvent tort à qualifier comme étant des vallées mortes, parce qu'en vérité, il n'y en a pas. On les a appelées des vallées fossiles. Mais le plus souvent, ce sont des rivières, qui sont des rivières intermittentes, qui parfois peuvent les visiter. Et lorsque l'homme oublie que c'est l'eau qui possède donc ce site-là, donc l'homme peut regretter d'avoir occupé la place de l'eau. Mais quelque part, il y a une sorte d'insouciance à vous entendre parler. Parce que quand l'eau dort dans son lit, s'y réveille, et que des gens sans prévision
sans planification, restent les bras croisés et subissent de ces 4 matins, comme on dit, les fruits de cette eau, mais quelque part, on est fautif quand même, quelque part. Vous savez, il y a des relations de défiance entre l'homme et l'eau. Un autre phénomène d'inondation, c'est sur le bord de mer. Lorsque la mer déborde, donc peut envahir des habitations. Et l'homme a toujours habité sur le bord de mer. Sur le bord du fleuve aussi, il y a des gens qui ont habité, comme vous connaissez bien, donc la bordure du fleuve Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le Djeri et le Waalo. Donc une des zones est une zone inondable, l'autre ne l'est pas. Mais plus on se rapproche pour des besoins donnés en direction de l'eau, pour satisfaire ces besoins-là, mais c'est en défiance. Ouais. Et advienne que pourra. Donc, le plus souvent, l'homme va au-delà et le sait, et que cela peut arriver. Et quand ça arrive, c'est la catastrophe. La catastrophe. Ouais. Donc, véritablement, ici, quelque part, on n'est pas en victime expiatoire. On est bien souvent conscient du danger, mais souvent, peut-être, on le repousse au clan grec. Mais quand datent véritablement les premières grandes inondations au Sénégal? Je ne peux pas remonter le cours du temps, mais à partir de l'indépendance... À partir de l'indépendance, disons. On peut dire simplement que depuis l'indépendance, le Sénégal a connu des phénomènes d'inondation catastrophiques. Et en 1961, Kounkané a reçu 1 million du président Senghor. Kounkané de Vélingara, département de Vélingara. Oui, a reçu 1 million de Senghor. Président Senghor, comme soutien. Comme soutien aux sinistrés. C'est déjà une fausse route, non? Déjà. Donc, ce qui veut dire que, immédiatement après l'indépendance, la première année, il y a eu des inondations mémorables. Et ça ne se passait pas uniquement au Sénégal. Et Senghor a donné 1 million au Dahomey. Et ça, c'est documenté. Ça, au Dahomey, l'ex-Actel Bénin. Absolument. En guise de solidarité. De solidarité. Donc, vous voyez que les inondations, il ne s'agit pas uniquement du Sénégal. Et cette dimension internationale ou planétaire, donc, peut être visitée et documentée. Et si vous voulez que l'on poursuive jusqu'en 68, mais les inondations ont visité régulièrement le Sénégal. Je dis que chaque année, nous avons un rendez-vous particulier au niveau de notre agenda avec donc une saison. Et cette saison, ceux qui l'ont baptisé hivernage, donc le renvoie cette saison à l'hiver, qui est donc la mauvaise saison. Et cette mauvaise saison, nous savons que c'est la saison aussi de soudure qui est extrêmement dure pour les agriculteurs et les pasteurs. Donc, 61, 62, on a eu des inondations mémorables. Et pendant 3 jours, Dakar a reçu 277 mm en 3 jours. En 62. En 1962. Ah oui. Et que la banlieue de Dakar, en 1962, elle s'arrêtait donc à Colobane. À Colobane. Oui. Et que tout ce qui correspond aujourd'hui, donc à l'emplacement de la BHS et de ce qu'on appelle Gibraltar, du building administratif, de ce qu'on appelle les allées Mamadou Dia aujourd'hui, c'est une zone qui est régulièrement envahie par les eaux. Devant la RTS aussi, c'est l'un des points les plus bas. Donc, nous connaissons le boulevard Arsenal, qui est donc un passage, qui est une rivière ancienne. Une rivière ancienne. Ancienne. L'avenue, donc Lamine Gueye, est le passage d'une rivière aussi ancienne. Donc, connaissant l'histoire du drainage, donc, et de ce qu'on a appelé les cloaques, c'est-à-dire tous ces quartiers, là où se termine le défilé du 4 avril, qu'on appelle place de l'Obélisque, c'était des mares. Et si vous poursuivez, l'emplacement de Massalikul Jinan, l'ENA, et tout ce qui se trouve autour de la maison du Parti socialiste, ce sont d'anciennes mares qui sont connues et que dans les textes de l'État, qui avaient été définis comme étant des zones non aedificandi. Et personne ne devait habiter au niveau de ces zones. On va déguerpir ces populations et en les déguerpissant, on va les amener au niveau de la première banlieue
de Dakar qui a été créé en 1952. Il s'agit de Pikine. Et ils vont partir à Pikine avec donc leur tôle, avec leur baraque, et vont reconstruire les mêmes quartiers ou dans les sites les plus insalubres. Et si vous le permettez, qu'on fasse une petite ouverture, toutes les grandes villes du monde ont connu ce phénomène donc d'inondation. Paris, vous savez à un moment donné comment elle s'appelait? Ville debout. Ville debout. Oh Paris, ville debout, Lutèce, ville debout. Et il y a un quartier qui toujours s'appelle le Marais à Paris. Ah oui? Absolument. Donc jusqu'en 67, jusqu'en 1967, donc chaque année, Dakar a connu des inondations. Et c'est en 68 qu'on a attendu la pluie et qu'on ne l'a pas eu. C'est le premier break. Et que dans ce qui amène la pluie dans nos régions, c'est ce qu'on appelle la mousson. Et l'une des moussons les plus particulières au monde qui a été étudiée, qui au niveau de l'histoire des vents, ce qu'on appelle l'histoire éolienne. Donc, l'une des régions les plus marquées par ce qu'on appelle la mousson, c'est l'Inde, où se trouve la station qui reçoit le plus d'eau au monde et gagne 15 mètres ou 14 mètres d'eau par an, où les inondations amènent des catastrophes dans ce qu'on appelle le delta du Bengale. Donc les inondations, ce sont des catastrophes que vivent actuellement tout le monde. C'est la réponse que l'on donne le plus souvent au niveau des politiques publiques lorsqu'on échoue. Mais gardons la date 1968, c'est la grande sécheresse. Et immédiatement après 68, l'année 69 est une année pluvieuse où on va vivre donc les inondations. C'est cyclique, c'est répétitif. On a cru que du point de vue climatique, il y avait des cycles. Mais du point de vue scientifique, la science du climat refuse la notion de cycle. Ce qu'on fait, on analyse des moyennes qui sont des moyennes trentenaires et on pense qu'au bout de 30 ans, le climat se comporte de la même manière. C'est ce qu'on appelle les normales climatiques. Et lorsqu'on a une normale climatique, à un moment donné, on a pensé qu'à partir de 68, il fallait attendre 38 ans pour qu'on ait encore les mêmes phénomènes. Et on va se rendre compte qu'à ce moment-là, on va avoir les mêmes phénomènes. Et lorsqu'on a ces sécheresses, donc voilà ce qui va se passer. Les gens, ils vont perdre leur habitude et ils vont habiter comme ils veulent, n'importe comment. Et on va vivre à peu près presque 20 ans, mais c'est 18 ans qu'on va commencer à dire on va lutter contre la sécheresse et on a oublié les inondations. Et quand on a oublié les inondations, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à habiter n'importe comment. Finalement, il y a une grande responsabilité et une sorte de négligence, et surtout une absence de planification et de prévision. Parce que finalement, ce que vous dites, quand vous étudiez les normales, c'est une période de 30 ans. On doit être en mesure maintenant de définir rigoureusement les risques liés à ces phénomènes-là. Mais là aussi, ce n'est pas aussi de la responsabilité des chercheurs. Risques et catastrophes vont de pair. Oui. La notion de risque, c'est là ce qu'on appelle l'anticipation. Mais la notion de risque va avec catastrophe, mais va avec espace. Mais c'est quel espace? À un moment donné, Dakar qui a été inondé, ce n'est pas n'importe quel Dakar. Dakar qui a été inondé, c'était des zones assez particulières. Et le découpage de Dakar et sa banlieue, parce que Pikine a été créé en 1952. Mais quand les inondations vont arriver, on était déjà à l'indépendance. Et c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas dire que est-ce qu'on pouvait penser donc à la prévision. Les différents plans de développement, lorsque vous les visitez, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas eu quand même l'œil et le courage de la prévention. De la prévention et de la prévision. Parce que les politiques publiques, c'est gérer. Et gérer, c'est anticiper. Et anticiper, on ne l'a pas fait en ce qui concerne les extrêmes. Parce que pour gérer les extrêmes, il faut pouvoir anticiper. Et qu'est-ce qu'on anticipe? La sécheresse ou bien la bonne pluviométrie? Parce que tenez-vous bien, le Sahel est aujourd'hui toujours dans la phase sèche. Dans la phase sèche? Oui, c'est ce qu'on appelle le Sahel contradictoire. Le Sahel contradictoire? Oui.
Comment? Parce que on pense qu'aujourd'hui, le Sahel en a fini avec la lutte contre la sécheresse. Alors que la bonne pluviométrie, on ne l'a pas encore atteinte. Pas encore de retour. Pas du tout. C'est catastrophique ça. Alors. Absolument. Donc ce Sahel contradictoire, c'est le dilemme sahélien. C'est-à-dire à partir de 68, on s'est focalisé sur la maîtrise hydraulique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut barrer le fleuve. Donc comment éviter que le sel remonte le fleuve, mais aussi produire de l'électricité en maîtrisant donc les cours d'eau. Et le fleuve principalement, ou bien donc le fleuve Gambie. Et on a commencé à faire les barrages. C'est pourquoi on a été critiqué sur cette dimension donc d'anticipation que vous voulez mettre donc sur les politiques. Les différents plans, lorsqu'on les visite, les plans de développement depuis le plan 1 jusqu'au plan 8, on ne peut pas dire qu'on ne faisait pas de la prévision, parce que c'était ça, la planification. Mais la planification sous Senghor, ce n'est pas de lutter contre les inondations, ce n'est pas d'avoir la maîtrise hydraulique, c'est de faire une hydraulique assez singulière. C'est une hydraulique, entre guillemets, je n'ose pas dire de la pauvreté, mais du pauvre, où on n'a pas une grande vision d'un développement donc futur, mais d'un développement donc rural. Lorsque on se focalise sur les inondations, on en oublie que c'est une question, on ne sait pas dans les politiques publiques où on les a rangées de l'indépendance jusqu'à la fin donc des régimes du Parti socialiste. Donc vous parlez de greffons, souvent même peut-être insignifiants, parfois dans les différentes politiques publiques qui ont été élaborées. Sous Senghor, l'assainissement n'est pas dans les politiques publiques, c'est dans l'hydraulique. Et dans l'hydraulique, c'est une technique, c'est de la technologie de maîtrise de l'eau. Et surtout rural, l'hydraulique rural. Si on relit les plans sous Senghor ou sous Abdou Diouf, ce n'est pas l'hydraulique rurale seulement. Senghor va penser l'hydraulique sous forme de saucissonnage. Il va dire l'hydraulique urbaine, il va dire l'hydraulique villageoise, puis l'hydraulique rurale, après l'hydraulique pastorale et après l'hydraulique humaine. À un moment donné, on ne sait pas ce qu'il veut au point de vue hydraulique. On reste donc dans l'hydraulique et lorsqu'on visite les organigrammes des ministères, les différents ministres de Senghor, ils sont tellement populaires lorsqu'il s'agit de l'hydraulique. Au départ, c'est Mamadou Seck, Mamadou Ibra Ouane, qui sont très connus. Sous Abdou Diouf, il y a eu Samba Yala Diop, qui était très connu. Djibo Leïtika. Est-ce que vous voyez? Donc, et son neveu, il fait ministère du développement rural et de l'hydraulique, c'est Adrien Senghor. Absolument. Donc, on se rend compte que l'hydraulique, c'est ce qui préoccupe. Mais l'assainissement, on ne retrouve même pas le mot. Et sous Abdou Diouf, c'est la même. Sous Abdou Diouf, ce qu'il fait, c'est qu'en 1996, c'est lui donc qui crée la première direction qui va développer la théorie pour qu'on ait l'ONAS. Et dans les attributions de l'ONAS, vous savez que la prise en charge des eaux pluviales, au départ, n'est pas dans le texte. Ah oui. Absolument. Ça, c'est une incongruité. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi l'hydraulique. Ouais. Et l'hydraulique, même dans le dernier gouvernement... de Macky Sall. Non, actuel. Actuel gouvernement, l'actuel régime. Vous allez vous rendre compte que l'hydraulique et l'assainissement vont ensemble. C'est incompatible. Alors que, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, c'est l'énergie et l'hydraulique qui vont ensemble. Mais l'assainissement, à un moment donné, lorsque ça va apparaître pour la première fois dans un attelage gouvernemental, c'est la grande surprise. De l'indépendance jusqu'en 2003, c'est en 2003 que l'on voit le mot assainissement dans un attelage gouvernemental. C'est sous Idrissa Seck. Et la première personne qui a eu à être ministre de l'assainissement, c'est Modou Diagne Fada. Et son ministère s'appelle ministère de l'Environnement
et de l'assainissement. L'assainissement. Après Modou Diagne Fada, il y a eu Lamine Ba. Donc, après Lamine Ba, il y a eu Issa Mbaye Samb. Feu Issa Mbaye Samb. Donc, vous voyez. Après, il y a eu Habib Sy, qui a été ministre toujours de l'assainissement, mais l'assainissement n'occupe jamais la première place. À un moment donné, on ne voit même pas l'assainissement. Au moment où Abdoulaye Wade va nommer El Hadji Diouf comme ministre, il va l'appeler ministre des réseaux hydrographiques. Et on met 2 points, cours d'eau, comment dirais-je, il met cours d'eau, ensuite canaux latéraux, et bassins de rétention et lacs. Et vous voyez, et ce gouvernement, il va durer 6 mois. Et lorsqu'on visite, si vous voulez, l'assainissement dans la nomenclature gouvernementale, l'assainissement n'occupe qu'une position périphérique. C'est ce qu'on dit comme étant un greffon sur des ministères le plus souvent, qu'on appelle ministère de souveraineté. Et l'assainissement ne peut pas être donc dans les ministères de souveraineté. L'assainissement doit être un ministère lorsqu'on sait à quoi ça correspond. Et lorsqu'on sait à quoi ça correspond, c'est à ce moment-là qu'on pourra donc dire qu'on veut faire de la lutte contre les inondations. Abdoulaye Wade n'a pas compris. Durant tout son régime de 12 ans, il a eu beaucoup de problèmes avec l'assainissement. Et aujourd'hui, donc il est aussi incompréhensible qu'on continue à faire la même chose. Ou bien on a rectifié entre-temps. Parce que lorsque ça nous arrange, on dit c'est de la continuité gouvernementale. Aujourd'hui, l'assainissement va de pair avec l'hydraulique et presque. Je n'ose pas dire que c'est un refrain, on dit une antième, que l'assainissement va de pair avec l'hydraulique. Mais si vous visitez sous Macky Sall la question des inondations avec ceux qui avaient en charge cette question, vous vous rappellerez de situations extrêmement anecdotiques avec Diène Farba Sarr et une dame qui s'appelait Fatou Tambédou, qui a été ministre en charge des inondations. Lorsqu'un ministère a été dédié donc pour les inondations, c'est à ce moment-là qu'on n'a jamais eu de fonds pour les inondations. Et ça, la documentation est là pour renseigner sur donc, les affrontements entre donc, 2 entités. Et à la fin du régime de Macky Sall, on s'est rendu compte que finalement, tout comme celui de Abdoulaye Wade, finalement, on ne s'occupait même plus des inondations. Pas du tout. Et pourtant, il y a des, je ne sais pas, toute une initiative en termes d'organes qui ont été mis donc en place. On a parlé de projets, mais il y a tellement je ne sais pas. Le plus simple et facile à comprendre, c'est qu'en 1964, lorsque les inondations vont nous fatiguer, en 1964, on va faire appel à Famara Ibrahima Sagna, qui va amener ce qu'on appelle la protection civile. La protection civile? Oui. Et c'est à partir de cette date que la direction de la protection civile a été rattachée au ministère de l'Intérieur. Et lorsque vous essayez d'analyser les inondations, pour comprendre la difficulté de gestion qui devrait déboucher sur ce qu'on appelle la gouvernance d'une catastrophe, c'est là où vous allez comprendre pourquoi on a des problèmes. Parce que la direction de la protection civile a toujours été logée au niveau donc, du ministère de l'Intérieur. Et la question des inondations en tant que crise et en tant que catastrophe entre le plus souvent dans ce qu'on appelle la défense civile aujourd'hui. Et que cela est retrouvé dans la Constitution du Sénégal lorsqu'on dit que l'État est le protecteur de ses citoyens. Et lorsqu'il lui arrive catastrophe, c'est l'agent judiciaire de l'État qui doit lui porter secours. Et porter secours, donc c'est ce que l'État fait avec la catastrophe. Et c'est pourquoi on n'a pas d'anticipation. Au départ,
c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des catastrophes donc, dans le pays. À un moment donné, on dit non, il faut le confier au ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Donc vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on range l'assainissement quelque part, on pense que c'est l'assainissement qui doit s'occuper des inondations. Mais quand on a commencé à faire les réformes locales et territoriales, ce qu'on appelle la décentralisation, on a délesté l'assainissement pour dire que c'est une compétence transférée. Et lorsqu'on va transférer cette compétence, c'est là où on va commencer à voir. Ce sont donc les mairies qui vont devoir avoir en charge la gestion des inondations. Et récemment, vous l'avez vu, quand Parcelles Assainies donc, a été inondée, on a vu le maire, il s'appelle Bilal Diatta, je crois, ou quelque chose, et qui est entré dans les eaux avec les sapeurs-pompiers. Et en matière donc de défense civile, vous voyez, c'est un corps particulier auquel on va faire appel. Ce sont les sapeurs. Et les sapeurs, ce sont deux groupes. Ce sont les sapeurs et les pompiers. Ils ne sont pas formés pour faire face aux inondations. Ils sont formés pour aller porter secours. C'est une des questions les plus dramatiques en matière de gestion. Et ça ne concerne même pas la gouvernance. Mais je crois que donc il y a beaucoup de choses à faire. Il nous faut donc beaucoup d'efforts pour que ces incongruités, alors ces anomalies-là puissent être réglées pour qu'on puisse véritablement avoir une vision beaucoup plus nette. Parce que finalement, c'est comme on dit, une sorte de pilotage à vue. On s'y est mal pris depuis le début. Parce que face à une maison qui brûle, quelle est la première réaction? C'est soit d'aller chercher de l'eau ou de faire appel au sapeur. Donc c'est d'appeler au secours. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une crise. Les inondations, c'est dans l'ordre donc des crises donc planétaires. Et si vous prenez les différents programmes des différents gouvernements qui sont passés depuis l'indépendance, est-ce que vous trouverez un document qui dit que voilà, comment est-ce qu'on va prendre à bras le corps cette question? Non. Et qui des plans Orsec et autres? Plan Orsec, c'est plan organisation des secours. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que l'acronyme veut dire. Aujourd'hui, le plan d'organisation des secours, qui ne pouvait être déclenché que par décret présidentiel, a été donc transféré donc au niveau territorial. Et qu'il y a des plans donc locaux, si vous voulez, et des plans départementaux, et des plans donc, si vous voulez, régionaux. Ce sont les gouverneurs et les préfets à qui on fait appel et qui vont demander donc à l'État central de donner les moyens. Et l'aide, si on en parlait, c'est quoi? C'est donc 5 kilos de sucre, un bidon d'huile et 25 kilos de... 25 et je crois que post-catastrophe. Et malheureusement aussi, ce qu'on constate comme stratégie, c'est le pompage uniquement des eaux. Et souvent, les bassins de rétention prévus à cet effet, comme réceptacles, ne sont pas bien aménagés. C'est des petits trucs. Deux choses. C'est-à-dire, les solutions interventionnistes, ce sont des solutions qui répondent à des situations données. Ce sont des solutions situationnistes. Ouais. Pour prendre, donc, on peut prendre plusieurs exemples. Le pompage, c'est une réponse à une catastrophe. Et on attend l'année prochaine pour dire qu'on va commencer les opérations pré-hivernales. Et le problème de l'assainissement, les inondations intégrées à l'assainissement, c'est une seule réponse extrêmement simple. Là où ça se passe, il faut canaliser l'eau et l'amener à un exutoire. Et depuis 1944, le Sénégal n'a pas creusé un canal. Depuis 1944. Les canaux du Sénégal sont les canaux de la ville de Dakar. Et documenté par un professeur éminent, Latsuka Bembo, vous pouvez lire son livre. Je le connais bien, M. Mbo. Quand le Sénégal fabrique sa géographie, il documente dans sa thèse que ce sont les tirailleurs qui devaient partir à la deuxième cohorte qu'on a utilisé pour creuser les canaux 1 jusqu'au canot 6
C'est incroyable. Les canaux, c'est donc le canal de la Gueule-Tapée et le canal 4, qui n'ont qu'un canal perpendiculaire. Et à part ce canal qui est proche de nous, ici, au niveau de Khariala, par rapport à Grand Yoff, parce que lorsque les colons avaient ce qu'on appelle le front de terre, ils avaient le front de mer, qui évacuait les eaux qu'au niveau donc de ce qu'on appelle les baies de Dakar. Toutes les eaux usées de Dakar débouchent dans les baies de Yoff, de Ouakam, de Soumbédioune, de Hann, ainsi de suite. Hein? Il n'y a pas de canal qui a été creusé. Les ramifications que l'on note vers les canaux, c'est ce qu'on appelle les branchements. On branche vers ces canaux. Mais de la nouveauté, non. Et que pour répondre, on n'a qu'une seule solution à ces catastrophes. C'est que pour construire, il faut casser parce que nous sommes a posteriori. Nous avons habité et après nous voulons faire sortir l'eau qui occupe donc les habitations. Véritablement, ici c'est comme qui dirait, on fait la politique de l'Autriche. On sait que c'est ça, la solution. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous prenez le cas de Touba. On sait que lorsque Dakar a donné le relais est passé à Touba. Parce que les villes les plus occupées en densité sont les villes les plus affectées. Parce que lorsqu'on produit de l'eau, on est obligé de l'évacuer. Le phénomène des inondations, c'est de l'eau apportée en saison. Mais ça retrouve un réceptacle. Et c'est ce réceptacle qui, le plus souvent, lorsqu'il est saturé, il ne peut plus y avoir d'infiltration. Et quand il n'y a plus d'infiltration, donc vraiment, on n'a plus donc, de solution. L'eau ne part pas, l'eau reste. Et que c'est un mélange de catégories d'eau. Ce sont les eaux usées, ce sont les eaux vannes, ce sont les eaux de la nappe. Et pour sortir l'eau des localités, il faut une technicité. Et cette technicité rentre dans l'hydraulique. Le pompage peut utiliser aussi d'autres systèmes qui évacuent l'eau dans des circuits. Et ces circuits utilisent, si vous voulez, de la tuyauterie ou de la canalisation. Si vous visitez les canaux du Sénégal, vous verrez que 6 canaux. Le reste, ça s'appelle uniquement caniveaux. Et les caniveaux, on les retrouve dans les villes secondaires. C'est ce qu'avait fait le colon. Si vous voulez résoudre le problème de Touba, comme ça s'est passé, il y a eu une association, Touba ce canal, a mis des milliards dans un système, croyant qu'en pompant l'eau au niveau donc d'un diamètre bien donné, pouvait sortir l'eau de la ville. Ce n'est pas la question. Pour sortir l'eau des villes et de toutes les villes du monde, il faut canaliser. Ce sont les canaux d'évacuation des eaux. Et tenez-vous bien, un important programme est en train d'être développé. On dit qu'on va faire les autoroutes de l'eau. La grande erreur qui nous est arrivée va continuer de nous arriver. Parce que nous, on cherche tout le temps à amener l'eau vers les villes. Mais on n'a jamais cherché à sortir l'eau des villes. Et les canaux qui amènent les eaux dans les villes doivent être donc dupliqués pour faire sortir l'eau des villes. C'est ça la question donc, de la canalisation. On veut résoudre le problème de l'alimentation. Parce que l'hydraulique, ça a été tout le temps de résoudre l'alimentation, suivant des objectifs jusqu'à des objectifs du millénaire pour le développement ou du développement durable. On va dire qu'on a résolu à 100%, si vous voulez, l'apport en eau et que toutes les maisons du Sénégal dans les villes sont alimentées. Mais comment on va sortir les eaux? On va utiliser les camions hydrocureurs avec les fosses septiques où on garde donc les eaux. Ce sont les bassins de rétention qui sont à l'image donc des fosses septiques parce que les bassins de rétention, c'est de la petite hydraulique qui garde l'eau et qui les amène suivant des circuits vers ce qu'on appelle donc des exutoires. Et ça, ce n'est pas la bonne solution. Mais justement, ça dit que vous dites que la grande erreur que nous commettons et qu'on a commis et que nous continuons de commettre, c'est de penser à faire entrer l'eau dans les villes, mais on ne pense jamais à les faire sortir. Mais le dernier exemple est là. Il est patent. Mais
Mais pourtant, il y a un référentiel Sénégal 2050 qui a été élaboré. Non, Est-ce que vous avez revisité ce truc-là et quelle est la place? Ça ne se trouve pas dans le référentiel. C'est comme le programme de rattrapage qui dit c'est le redressement économique et social. L'hydraulique aussi a ce qu'on peut appeler sa greffe. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un problème d'eau dans les grandes villes. Les grandes villes, c'est d'abord Touba et Dakar. Mais ils ont trouvé une hydraulique à la Senghor et à Abdou Diouf. Ce n'est pas de manière critique que je nomme ces présidents, mais de manière critique, la campagne électorale, au moment du départ de Abdou Diouf, il y avait un candidat assez singulier du nom de Talla Sylla qui disait « Est-ce que Mme Moulin est passée par là et M. Forage est passé par là ?» Donc ce sont des forages et jusqu'à présent, Dakar est alimenté en partie en eau par les forages. La réponse que les gouvernements et les différents gouvernements ont cherché à faire du point de vue hydraulique, c'est d'amener l'eau vers les villes. Moi, je dis qu'il faut sortir aussi cette eau lorsqu'on l'aura consommée de ces villes. Et il n'y a pas de programme qui essaie de sortir ces eaux des villes. Si vous regardez la presse même ces jours, on vous dit que la station de traitement des eaux de Cambérène va être encore fonctionnelle. Et c'est presque la seule station au Sénégal, la grande station d'épuration qui va nous permettre de récupérer ce qu'on appelle les bouts de vidange qui existent au Sénégal. Avec quel financement? Bill Gates a donné de l'argent pour que l'on récupère ces bouts de vidange qui entrent dans l'agriculture comme donc des fertilisants naturels. Et pourtant, on parle de dessalement de l'eau de mer, il y a un projet en construction, tout ça aussi, à vous entendre, est-ce que ça ne va pas encore compliquer davantage cette question, n'est-ce pas, de sortie de l'eau, par exemple, dans des villes comme Dakar? Parce que si déjà cela n'est pas prévu dans les plans, mais je crois que aussi cette gestion des eaux-là va aussi se poser avec beaucoup d'acuité dans le futur. Bon, la question hydraulique, moi je pense qu'on peut tout le temps l'accompagner en alimentation. Alimentation, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Mais la question assainissement, et notamment en ce qui concerne les liquides, il n'y a pas de plan qui épouse les plans d'alimentation. Moi, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez insister sur le dessalement, sur les autoroutes de l'eau, je peux vous dire qu'on retournera à l'hydraulique ancienne. Comment? Les forages et les puits. Si je vous disais que la Médina, au niveau de la Médina, quand il y a eu insatisfaction dans l'alimentation en eau, il y a des gens qui ont recreusé leurs puits. Et la Médina compte à peu près 100 puits qui sont fonctionnels. 100 puits actuellement fonctionnels. Qui sont fonctionnels. Parce que par stratégie, les gens, soit ne peuvent pas payer les factures, ou bien l'eau n'est pas disponible. Lorsque c'est disponible, il y a une dimension que l'on oublie et qui nous vaut aussi en partie la mauvaise gestion des inondations. C'est la dimension verticale. La ville a changé. L'eau qu'on amène au niveau des maisons et des concessions, donc ne s'arrête que devant les maisons parce que l'eau n'a pas le pouvoir d'aller en hauteur et que les gens partout utilisent des motopompes. C'est une des questions les plus singulières. Et que donc plus on consomme, plus on paye. Les gens ont réglé là où c'est disponible. Parce que la nappe est disponible dans beaucoup de localités au niveau de Dakar. Au niveau de la banlieue, n'en parlons pas. Les pompes Djambar, c'est devenu une civilisation. Au niveau de la banlieue, au niveau de la Médina, on compte à peu près 100 puits, nous l'avons documenté. Donc, aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, où il y a des puits qui sont utilisés, je dis que c'est une des questions les plus particulières. Parce que les inondations aussi, lorsqu'on a tenté toutes les solutions, à un moment donné, on a dit, vous vous souvenez de ce qu'on appelle l'alimentation avec les canaux Bonan. On dit, on va pomper la nappe de Thiaroye pour que donc, la stagnation donc, baisse.
Ça, c'est quasiment impossible, ça. Non, oui. Mais le problème que vous soulevez là, c'est avec ces puits-là qui pullulent un peu à Dakar, mais ça ne pose pas un problème aussi de la qualité de l'eau, parce que est-ce que cette eau-là aussi est potable? Ça ne pose pas un problème de santé publique? Visitez un tout petit peu les organigrammes et les ministères qui sont en place. Quand on a eu tous ces problèmes, on a essayé de dire ministère de l'hydraulique et de l'hygiène publique. On ne peut pas creuser n'importe comment un puits, et pourtant on en creuse. Et l'alimentation, lorsque certains quartiers donc, ont eu des problèmes, parce que d'abord c'était des quartiers dits irréguliers, les gens ils ont cherché des solutions. Et ces solutions, c'est qu'ils vivaient donc au-dessus des nappes. Donc le pompage était facile et une dimension artisanale est arrivée, les pompes Djamba. C'est connu au niveau de beaucoup de mosquées du Sénégal. Ah oui? Où, oui, ça règle le problème donc du compteur et du coût de l'eau. Mais quand on parle aussi des inondations au Sénégal, on parle souvent de la restructuration des quartiers, des zones inondables. Mais pensez-vous que cette restructuration est la bonne solution? Pourquoi on ne penserait pas simplement à un relogement, un recasement? Mais la restructuration a fait engloutir beaucoup de milliards et le problème reste entier. Alors ça c'est une question qui retourne à la territorialisation. Si vous vous souvenez du célèbre projet qui s'appelait le PAPCUT. Le PAPCUT. Oui. C'était un projet d'aménagement des quartiers périurbains de Dakar, avec une régularisation foncière. Lorsque Abdoulaye Wade est arrivé, il a voulu faire de la régularisation foncière. Oui, le quartier de la Médina était déjà un exemple. Non, la Médina ne posait pas de problème. La Médina, en tant qu'entité, son problème, c'est que lorsqu'on y a déménagé les gens, le problème foncier n'avait pas été réglé parce qu'ils ne voulaient pas qu'à posteriori qu'ils puissent vendre les terrains. Absolument. Parce que moi, j'ai été membre de la commission de réforme foncière. Le problème oui, vous étiez membre dans cette commission? Oui, avec Doundoul. Mais le problème de la restructuration à Dakar tourne autour de la difficulté de la territorialisation. Deux choses. Dakar, c'est une ville assez singulière avec des villages traditionnels. Et les gens ont gardé leur statut que ne touche jamais la réforme de la territorialisation. Et c'est là où le bas blesse en matière de régularisation foncière. Mais comment les gens aussi ont habité dans les autres localités et comment les politiques publiques ont échoué dans la régularisation. Comment? C'est parce que lorsqu'il y a eu la sécheresse, il y a eu donc des déplacements saccadés de populations qui sont arrivés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de régularisation dans la plupart des cas, à part que l'électricité est arrivée, ou le téléphone est arrivé et l'eau est arrivée. Et ça, c'est une forme de régularisation. Ce qu'on devrait dire, c'est qu'il faut quand même que l'on pense à moderniser la plupart des localités. Parce que les gens ont habité comme les champs étaient avant. C'est ça donc la grande question. Si vous prenez le cas de la commune de Dalifort, aujourd'hui, je n'ose pas dire qu'elle est exempte d'inondation, mais lorsqu'on a essayé de faire des canaux jusqu'à recouper donc, la baie de Han, mais quand même, c'est un mauvais souvenir pour les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, cette restructuration donc, dans des zones non édificantes, mais on a pensé que ça c'est juste pour retarder simplement l'échéance, mais tôt ou tard, ces populations-là devront quitter parce que tout simplement, cette restructuration n'est pas du tout viable, in fine. Vous savez, les politiques publiques butent sur le foncier de manière très difficile et brutale. Si on prend le bord de mer, on dit qu'on ne peut pas habiter au-delà donc de la limite de 100 mètres. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir régularisation parce que c'est de faire 2 poids 2 mesures? Voilà une question assez intéressante.
L'autre question, c'est donc de la régularisation par rapport à ceux qui se sont installés avant, si vous voulez. Parce que s'installer sur le bord de mer, donc il y a une règle, ce qu'on appelle donc le domaine public maritime. Mais s'installer sur le bord du fleuve aussi, c'est contrôlé par cette même loi. On ne peut pas être. Mais les populations se sont installées avant la loi. Donc si vous prenez maintenant ce qu'on appelle les périphéries urbaines, l'État ou les différents systèmes ont laissé faire. Et aujourd'hui, on dit on va vous régulariser pour 50 ans. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de régularisation. Et les différentes régularisations, si vous voulez, n'ont consisté à rien faire qu'à recenser. Et lorsqu'il y a ce problème de recensement que l'on poursuit aujourd'hui, donc au niveau de l'occupation donc, du sol, c'est là où le bas blesse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a polémique autour, n'est-ce pas, de cet aspect lié aux inondations, je veux dire la restructuration. Mais on se rend compte que depuis, ça fait engloutir des milliards et le problème reste entier. Les populations refusent même de se déplacer. Est-ce que là, ici, on n'est pas en face d'une certaine faiblesse de l'État, dictée certainement par des logiques électorales, ou bien tout simplement, on a peur de l'option de la destruction créatrice, c'est-à-dire enlever totalement ces populations et aller les loger, n'est-ce pas, dans des zones où les risques d'inondation, quand même, ne pourront plus être qu'un souvenir pour eux. Bon, si vous prenez deux exemples, Médina Gounass et Djeddah Thiaroye Kao, on avait dit que toutes les personnes qui seraient logées, on allait détruire leurs maisons et les greffer donc au bassin de rétention. On peut ajouter Saint-Louis et Ngalal et Joal Fadiouth. Il y a eu avec Abdoulaye Wade des programmes de construction de logements sociaux et de lutte donc contre les inondations et les banlieues. Mais lorsqu'on a déplacé ces populations, les différents programmes de construction n'ont pas abouti. Si vous prenez le cas du plan Jahay, les gens qui étaient sur des listes d'attente, mais n'ont jamais donc retrouvé leur logement. Et après, quand Abdoulaye Wade partait, son successeur ou son suivant, qui était Macky Sall, il y a eu donc le programme Taoufia, mais qui n'a pas aussi abouti. Et tenez-vous bien, le plan Jahay, on n'en parle même plus, parce que vous savez que dès le départ, on a dit que Jahay est une zone inondable. Absolument. Et que le lycée de Jahay vient donc d'être proposé au déménagement. Voilà la problématique. Oui, mais moi, je reviens, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas opter pour ce qu'on appelle la théorie de la destruction créatrice, les enlever totalement, avec tout ce que cela comporte comme risque, comme mesure impopulaire. Mais je crois que c'est ça qui est aussi salutaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de zones doivent quitter totalement. Ces logements sociaux dont on parle, 500 000 dans l'ancien régime. Je crois qu'aujourd'hui, ce même truc est revenu sur la table. Je crois que ça devait être l'occasion tout de même de prendre tous ces quartiers inondables, de les roder là-bas et d'aménager ces zones-là. Et quelle est ici aujourd'hui l'avis, en tout cas, de l'expert et par ricochet des universitaires sur cette question? Parce qu'on ne les entend pas aussi souvent sur ces problématiques-là. C'est que les réponses brutales, on les retrouve dans beaucoup de pays. Je prends un exemple, la Chine, lorsqu'on déplace un quartier, on en construit un avant de déplacer les gens. Et la réponse aujourd'hui, c'est que est-ce que l'État a les moyens de construire avant destruction? Donc, pour déplacer les populations... 700 quelques milliards. Ah, ça, c'est la question qu'il faut toucher. Donc, $1 milliard, peut-être, aurait suffi à faire donc ce déplacement. Mais dans les pays vraiment où les gens respectent les engagements qu'ils prennent, ils peuvent construire, déplacer les populations, parce que Jahay, ça n'a pas été une solution facile. Lorsqu'il y a eu les inondations en 2005 et que Abdoulaye Wade, par une envolée extraordinaire, a utilisé donc l'image de Jahay, qu'on va déplacer les populations et vont quitter les zones inondables.
mais qui a été et quel type d'habitat donc on a offert et quelle est aujourd'hui la conséquence. Oui, parce qu'en cas, l'année dernière, par exemple, j'étais sur le site de Jaxaay, le lycée, pour ne pas le nommer, mais là, on savait que même le pavage qui était prévu, ce n'est que tape à l'œil, parce que ça ne peut pas tenir. Parce que le site n'était pas du tout quand même un site indiqué pour quand même une telle infrastructure. Et il est heureux peut-être aujourd'hui d'apprendre qu'il sera délocalisé. Et dans tous les cas, je crois qu'il y a comme une sorte d'hésitation, en tout cas, des autorités politiques pour régler cette question. Ne pensez pas qu'il s'agit justement de l'hésitation ou bien d'une petite crainte liée à des éventuelles sanctions électorales? Prenez l'exemple de Touba, c'est beaucoup plus simple. Oui. Les habitants ont dit que nous, lorsqu'on habitait ici, on savait que c'était une zone inondable. Ils le disent? Oui. Dans les témoignages, ils le disent. Mais que c'était à une période sèche. Mais aujourd'hui, le retour de la pluviométrie nous a envahis. Ils ont essayé d'avoir, eux, leur propre solution. Mais l'État n'a pas encore proposé de solution. Donc, cette solution, il faut casser et reconstruire. Ce qui est sûr, l'eau déménage les gens. C'est sûr. L'eau déménage donc les populations. L'État, pour déménager les populations, a obligation donc de sauver sa population. Et cette obligation donc de sauvegarde, donc on ne retrouve pas cette obligation dans la définition et dans les différents plans. Dans les différents plans, si vous prenez depuis Yonou Yokkouté, après Programme Sénégal émergent, jusqu'à Vision 2050, qui aujourd'hui est en train de chercher des sites pour faire de l'habitat social. Parce qu'il s'agit de cela. Quand on a voulu construire Jaxaay, mais il fallait un apport. Et il fallait payer pendant 15 ou 20 ans ou 25 ans. Parce que ce n'est pas donné. Parce que l'État n'a pas les moyens. Et il s'agit surtout de pouvoir, parce que l'État emprunte pour répondre à beaucoup de sollicitations. Et les emprunts de la Banque mondiale, c'est jusqu'à présent ce que nous sommes en train de payer. Et je vais vous dire que, vous savez que lorsqu'on a eu la sécheresse de 68, ceux qui s'en rappellent savent qu'ils ont vu du sorgho rouge qui venait des États-Unis. Absolument. Du lait blanc. Et sur les paquets, c'était marqué USAID avec 2 mains comme ça. Absolument. Et c'est marqué don de l'État américain. Absolument. Et ce n'était pas un don, c'était un prêt. Ah oui? Absolument, qu'on a payé pendant 50 ans. Absolument. Et la Banque mondiale, le milliard de dollars que nous a prêté la Banque mondiale. Parce qu'on ne dit jamais d'où Macky Sall a pris donc 1 milliard. C'est un prêt de la Banque mondiale. Même si c'est à des taux concessionnels. Mais ça doit être remboursé. C'est pourquoi on s'agite pour dire qu'il faut qu'on sache où est-ce qu'on a mis l'argent. Et que les gens qui rigolent un tout petit peu, moi je n'aimerais pas le faire avec la catastrophe, disent que ce sont des sommes enfouies et que lorsqu'on répond donc à l'enfouissement de la canalisation, on ne voit pas où l'argent a été mis. Mais dans cette période de crise, de catastrophe, mais quelle doit être aujourd'hui la posture ou bien l'apport des universitaires dans la recherche de solutions viables? Vous savez, la recherche fondamentale, le plus souvent, ne devrait pas s'arrêter au constat. Mais hélas, malheureusement, dans nos pays, on s'arrête, si vous voulez, aux études diagnostiques. Mais on ne touche pas à la prospective. Mais ceux qui font de la prospective et ceux qui appuient les États et dans leur politique publique utilisent les résultats des chercheurs. Ceux qui financent l'État et ceux qu'on peut appeler les acteurs qui sont intervenus dans les inondations au Sénégal, si on se mettait à les citer, ce serait donc de manière inimaginable qu'ils ont sollicité donc les chercheurs. Parce que pour comprendre les phénomènes, il faut au moins faire appel à ceux qui font donc le travail de fond à la base. Les fondamentalistes, ce sont les chercheurs qui expliquent de manière claire donc le phénomène et que ce phénomène, il n'est pas simple. C'est un phénomène extrêmement complexe. Je dis que nous sommes partis des changements climatiques
qui étaient dans les changements globaux et qui aujourd'hui sont rangés dans les crises. Et les crises climatiques, les gens mettent des budgets faramineux pour faire face. Vous voyez le Pakistan, ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à l'ensemble des pays sahéliens. Parce que le Pakistan, c'est l'Indus qui l'arrose et que c'est presque une région sahélienne et désertique. Et tous les fleuves de l'Afrique occidentale prennent naissance dans une zone extrêmement humide et débouchent dans une zone sèche. Vous savez que la plus grosse crise que le Sénégal a vécue en matière d'inondation, elle date de 1999. 1999. Sous Abdou Diouf. Abdou Diouf. On a eu 103 morts. 103 morts. 103 morts. Et Donaï s'est déplacé à Taredji. À Taredji, absolument. Et ça, on l'oublie. Et le 1er novembre 1999, en pleine campagne électorale, Abdoulaye Wade est entré à Saint-Louis dans les eaux qui étaient menacées pour dire quand je serai président de la République, il n'y aura plus d'inondation. Et Abdou Diouf cherchait 17 milliards pour faire face à cette catastrophe. Il en avait 3,5 milliards. Mais justement, donc cette implication des universitaires me fait penser à la fameuse brèche de Saint-Louis. Mais aujourd'hui, quelle est la solution? Parce que Saint-Louis était menacé. Et les Marocains ont convaincu Abdoulaye Wade en 2003 qu'il fallait donc couper le cordon. Et ce cordon, c'est un cordon extrêmement instable qu'il faut protéger. Mais c'est que les politiques qui n'écoutent pas les scientifiques, voilà ce que ça donne comme catastrophe. C'est ce qu'on appelle l'incompétence et l'ignorance qui s'associent le plus souvent, donnent donc des inondations catastrophiques. Le plus souvent, on les appelle des inondations politiques. Et lorsque ça rapporte de l'argent, parce qu'il y a une industrie, on les appelle des industries, une industrie profitable et des inondations profitables. Ceux qui vivent donc de cette catastrophe, mais il faut voir qui est-ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, quelle est la solution pour cette fameuse brèche de Saint-Louis? Comment régler ce problème? Parce que Saint-Louis serait menacé d'ici peu, d'après les spécialistes. Ça a été provoqué artificiellement. La France, par le biais de l'AFD, avait proposé une solution qui malheureusement n'a pas abouti. Et, vous savez, lorsqu'on provoque la nature, on ne peut espérer que la nature rétablisse par un ensablement, mais malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Et la brèche, paraît-il, est devenue maintenant incontrôlable. Oui, mais ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, mais que cette fois-ci, c'est arrivé par la main de l'homme. Mais de manière fonctionnelle, c'est comme ça que les fleuves qui arrivent au niveau de leur exutoire fonctionnent. Ce sont donc des allées et venues. Il peut arriver qu'à très long terme, que cela soit rétabli. Mais en attendant la catastrophe, donc vraiment il y a des... Mais aujourd'hui, nous allons peut-être vers la fin de l'entretien, mais quelle leçon retenir de ces inondations? Et autrement dit, quelle est la voie à indiquer pour que véritablement qu'on puisse faire face, parce que de toute façon, nous sommes dans ce cycle de catastrophes et autres là. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez comme solution, en tout cas, pour au moins atténuer, n'est-ce pas, ces catastrophes et ces risques-là? Alors, d'habitude, les chercheurs s'arrêtent au constat, résultat de recherche. Mais ce qui est arrivé dans presque les pays les plus riches, comme réponse, c'est ce qu'on doit adopter, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et l'adaptation... L'adaptation. Oui. Nous devons nous adapter en fonction du contexte. Et que comme on a mal habité, on doit essayer de mieux habiter. Et mieux habiter, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas donc répondre si on ne casse pas. Et casser, c'est donc après faire une canalisation partout où besoin sera. En perspective, en tout cas pour répondre à ce qu'on appelle l'assainissement liquide, amener l'eau vers la canalisation pour laisser les gens en paix, il faut penser donc au déplacement de certains
si on hiérarchise donc certains quartiers, si vous voulez, et certaines infrastructures donc doivent être donc réfléchies. Oui, donc je crois que nous adapter à la nouvelle situation, je crois que c'est le maître mot. De toutes les façons, les inondations sont appelées à durer. Aujourd'hui, comme vous le dites, on vit avec l'eau. On vit aussi par endroits dans l'eau. Donc on est inséparable de l'eau. L'eau donc ne doit pas être perçue finalement comme ennemi, comme une ennemie, mais plutôt comme on l'a toujours d'ailleurs représenté, comme source de vie. Et je crois que cette source de vie aussi doit être maîtrisée. Maîtrisée alors dans tous ces comportements pour qu'on puisse alors en bénéficier le maximum possible. En tout cas, la question des inondations et des catastrophes naturelles liées au changement climatique continue de défrayer la chronique. Il n'y a pas que ces problèmes d'inondation, on parle de l'érosion côtière, on parle des villages, des localités comme Guifer et autres qui sont tous sous la menace, n'est-ce pas, de ces changements climatiques. Et je crois que certainement, nous aurons l'occasion, en tout cas avec vous ou bien d'autres spécialistes, alors pour aborder ces problématiques-là. Parce que aussi, quand on voit à Rufisque ce qui s'est passé à Bargny, il parle, n'est-ce pas, de Guifer, il parle de Sangomar, etc. Mais toutes ces zones qui habituellement étaient des localités liées à la pêche sont sous menace. Et que notre devoir en tant que citoyen, surtout, je m'adresse à vous en tant que chercheurs et autres, c'est d'indiquer la voie pour mieux s'adapter, parce qu'il s'agit maintenant d'une question d'adaptation. Et je crois qu'il est plus que jamais urgent de faire appel aux sachants pour qu'on puisse trouver véritablement les solutions idoines. En tout cas, ça a été un très grand plaisir, M. Thiam, encore une fois de plus de vous avoir sur ce plateau, et je crois que ce ne sera pas le dernier entretien. Ce n'est peut-être que le début d'un long compagnonnage, parce que nous en avons besoin. Je vous donne simplement pour le mot de la fin. Fin FAIN. La fin de l'entretien de ce jour. Les crises climatiques débouchent le plus souvent sur la fin. Sur la fin. Oui. FIM. Oui. Ce sont des crises qui, lorsqu'elles concernent des pays pauvres, entraînent, si vous voulez, un appauvrissement. Et la pauvreté, comme disait Gandhi, c'est la pire des violences. La pire des violences. Parce qu'elle déshumanise. Déshumanise. Et le Sénégal, c'est un pays bas. Un pays bas. Oui. Comme là où Amsterdam est la capitale. Absolument. Le pays est un pays où il n'y a pas beaucoup d'élévation. Mais c'est presque une île. Le Sénégal est presque une île. Oui. Dakar est une presqu'île, mais le Sénégal est une île. Une île. Parce que si vous visitez le Sénégal depuis le fleuve Sénégal jusqu'au sud, le fleuve Casamance, et vous mettez le fleuve Sénégal, il ne vous reste que l'océan. Nous vivons avec l'eau, dans un sens général. Et les Pays-Bas se sont adaptés à l'eau. C'est mon mot de la fin. Nous devons nous adapter donc aux différents organismes hydrologiques. C'est ça donc la complexité de la gestion et de la gouvernance qui nous appelle en matière de crise, et notamment de crise reliée à l'eau. Et je termine par le mot de Edmond Jouve qui disait que maintenant, ce qu'il faut surveiller, ce sont les questions liées à l'eau et aux identités. Je vous remercie. Merci. Les questions liées à l'eau
et à l'identité. Je crois que vous avez dit le mot, mais les mots justes, l'identité, parce qu'il nous faut aussi conclure notre identité pour pouvoir peut-être faire face aussi à ces problématiques. Est-ce que je crois que c'est décrit un peu sous peut-être l'appellation souveraineté, parce que je crois que aussi conquérir son identité permet aussi peut-être de faire une bonne, en quoi, lecture de sa souveraineté. Et sur ce, je simplement dit à nos téléspectateurs de mettre le doigt sur ces deux mots. Et je crois que très prochainement, nous pensons aborder cette question d'identité. Mais la question de l'OL, certainement, va être encore abordée. En tout cas, nous attendons d'autres spécialistes pour mettre l'accent peut-être uniquement sur l'assainissement, la problématique de l'assainissement au Sénégal, évolution, problèmes, etc., pour qu'on puisse comprendre davantage alors la question aussi de la gestion urbaine répond aussi à certaines problématiques. Quand on ne règle pas la question de l'assainissement, vous dites que c'est un greffon, j'ai bien aimé l'expression, qui malheureusement est souvent retrouvé dans les ministères dits de souveraineté, alors que la question de l'assainissement devait être un ministère de souveraineté. Je crois que c'est bien dit. En tout cas, d'ici là, chers téléspectateurs de Canal Éducation, continuez à suivre nos émissions. Et ça a été un grand plaisir, n'est-ce pas, d'avoir sur ce plateau M. Mame Demba Thiam, le professeur Mame Demba Thiam. Merci et à la prochaine.